Attends, 30 secondes. Par contre, Ah ouais, Mediapart. l'ordi. Pas du tout. Mais vous pouvez utiliser les uns les autres. Oui, ou sinon, comme celui-là est déjà relié à la projection là-haut, on peut mettre une clé. Ou... Mais j'ai pas pris. Eh ben sinon, on passera le. Ah, t'as des trucs à projeter? Mais oui, le compte général. Je n'ai pas résisté au plaisir d'arriver devant toi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à tout le monde pour ce colloque organisé par la section des Bouches-du-Rhône de l'association Anticorps, et dont j'ouvre donc aussi au nom de son président, Jean-Claude Roger, quelque part par là, il va nous faire un petit signe de la main, il est là en bas. Et par l'Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux, avec l'appui du Master Lutte contre la criminalité financière et organisée du Centre d'études des techniques financières et d'ingénierie de la Faculté d'économie et de gestion d'Aix-en-Provence, et la participation de l'Institut des sciences pénales et de criminologie de la Faculté de droit d'Aix-en-Provence. Nous remercions bien sûr les services de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme où nous sommes aujourd'hui, où se prendra, d'ailleurs je le dis tout de suite, le déjeuner à la cafétéria qui est juste au-dessus, tout à l'heure, quelque part entre midi et demi et 1h moins quelque chose. Merci donc à tous pour l'accueil et l'organisation de cet événement. Événement, c'est le mot, car au-delà des scandales qui rythment la vie politique et médiatique de notre pays, dans la région provençale comme ailleurs, la corruption et plus largement la délinquance des élites demeure un ensemble de phénomènes sociaux très peu étudiés. C'est même un doux euphémisme, tant la recherche consacre probablement plus de 98% de son énergie à travailler sur les délinquances commises dans ou par les milieux sociaux les plus défavorisés. Elle y est fortement incitée par les pouvoirs publics, par le biais notamment des diverses formes de financement de la recherche. Elle y est également constamment ramenée par les institutions de contrôle social, avec lesquelles ou auprès desquelles nous travaillons fréquemment, qu'il s'agisse de la police ou de la gendarmerie, de la justice, mais également du monde des travailleurs sociaux ou encore de l'éducation nationale. Tout nous ramène en permanence à nous focaliser sur un seul ou une seule série d'aspects des phénomènes de déviance et de délinquance, ceux qui sont en réalité les plus visibles et aussi les plus accessibles à l'investigation. De ce fait, nous contribuons tous, malgré nous, à renforcer en permanence cette large invisibilité, et d'aucuns diront cette large impunité, des délinquances des élites. Ce colloque a donc valeur de rappel de cet état de fait et d'encouragement à suivre, voire à participer davantage à ce champ de recherche, auquel contribuent notamment les chercheurs et les praticiens que nous avons invités aujourd'hui et que je remercie tous beaucoup de leur présence. Avant de leur céder la parole pour ces journées de travail, je voudrais dire simplement quelques petits mots d'introduction depuis mon point de vue de sociologue et ma position locale d'animateur de la recherche en sciences sociales. La corruption est un phénomène encore assez largement impensé dans nos sociétés démocratiques dites avancées. Le débat public oscille en effet entre deux représentations sociales, de prénotions, aurait dit Durkheim, tenant lieu d'analyse. La première consiste en un déni social et politique, renvoyant le problème exclusivement vers des déviances individuelles isolées. C'est la métaphore du mouton noir dans le troupeau blanc et sain. Le système n'est pas en cause, les institutions fonctionnent très bien, seuls quelques individus fautent parce qu'ils sont foncièrement malhonnêtes, et lorsque le fait est révélé, généralement par la presse, cela occasionne un scandale que le suivant chassera dans l'actualité. La seconde représentation est, au contraire, ou à l'inverse, une mise en accusation globale et indifférenciée de tout un groupe social. C'est la maxime populiste du « tous pourris ». Les individus disparaissent, et c'est cette fois le groupe entier qui est jugé malhonnête. Il s'agit cependant d'un jugement tout aussi superficiel, d'une simple posture populiste, qui d'ailleurs disparaît dans les propos d'une partie de ceux qui les tiennent, lorsque l'on aborde le cas précis et concret de tel ou tel élu local, à qui l'on va souvent trouver toute une série de justifications, comme l'a encore montré récemment Pierre Lascoum. Ces représentations ou prénotions
ont leur raison d'être, que l'on pourrait analyser sociologiquement par ailleurs. Contentons-nous ici de les avoir repérés pour mieux les mettre à distance et ainsi commencer à réfléchir. Ces représentations sont en effet le contraire de la réflexion. Ce sont des réponses toutes faites qui clôturent le débat avant même qu'il ait commencé. Il est probable, bien entendu, que des dimensions individuelles sont en jeu dans la corruption, tout comme il est probable que certains fonctionnements de classe sociale, voire de caste sociale, contribuent à l'explication de telle ou telle pratique de corruption généralisée dans tel ou tel secteur et selon les pays. Mais encore une fois, dans leur caractère univoque et indifférencié, ces représentations n'aident pas à réfléchir, elles empêchent, au contraire, la réflexion, a fortiori le questionnement de type scientifique. Depuis le travail pionnier du grand sociologue américain Edwin Sutherland, dès la fin des années 30, qui nous invitait à penser les délinquances en col blanc comme les autres, les sciences sociales ont dégagé un ensemble de problématiques générales qui permettent d'analyser les pratiques et les représentations sociales impliquées dans la corruption. Je me contenterai, pour terminer cette introduction, d'énumérer ce qui me semble être les 5 principales problématiques. Première problématique ou ensemble, l'analyse des logiques d'affiliation et de clientélisme qui contribuent plus ou moins fortement aux relations ordinaires entre, d'une part, la population générale et les élus locaux, d'autre part, les décideurs publics, élus, mais aussi ensemble des fonctionnaires, et les entreprises du secteur marchand. La corruption suppose en effet un jeu d'intérêts mutuels, des corrompus, mais aussi des corrupteurs. Et l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, la science économique peuvent ici faire converger des méthodes et des outils d'analyse précieux. Nous allons le voir en particulier durant la première partie, toute la matinée de ce colloque. Deuxième ensemble de problématiques, l'analyse des logiques individuelles et collectives du pouvoir, dans toutes ses dimensions. Logique individuelle, telle que l'analyse des motivations dans la recherche du pouvoir, l'analyse des rôles psychosociaux dans l'exercice du pouvoir, et sans doute même ou jusqu'aux éventuelles addictions que cela peut provoquer chez les individus, mais aussi logique sociale, comme la pression exercée tant par les adversaires que par les associés dans la compétition pour le pouvoir, pour la conquête ou pour le maintien au pouvoir. Troisième ensemble de problématiques, dans la lignée d'Edwin Sutherland et de sa théorie dite de l'association différentielle, les sciences sociales permettent aussi d'analyser les comportements de corruption à la manière de tout comportement délinquant, c'est-à-dire analyser, étudier la façon dont ils sont appris au contact d'autres corrupteurs ou corrompus déjà aguerris, dans leur technique de réalisation, dans leur technique de dissimulation, dans leur discours, dans leur justification, etc. Quatrième type de problématique, l'analyse des représentations sociales générales qui, selon les secteurs, selon les professions, selon les régions et selon les pays, tolèrent ou justifient plus ou moins la corruption dans la vie quotidienne. Enfin, cinquième ensemble de problématiques, l'analyse des systèmes de surveillance et de contrôle, des systèmes d'alerte, des modes de dénonciation, du rôle des médias, du rôle des associations militantes, comme Anticorps, des systèmes de prévention, et enfin, des politiques nationales et internationales de répression policière et judiciaire, toutes organisations qui régulent plus ou moins les pratiques de corruption, tentant plus ou moins et parvenant plus ou moins réellement, selon les pays, à réduire l'impunité dont bénéficient généralement les corrupteurs et les corrompus, du fait de la position sociale dominante qu'ils occupent et de la maîtrise incomparablement plus forte qu'ils ont du droit et des systèmes légaux de contrainte régissant la vie sociale. Merci de votre attention. Place à la première table ronde. Donc, c'est la première partie de cette matinée, pour faire un petit bilan comparatif des outils que les sciences sociales mettent à notre disposition. Vous allez avoir le plaisir d'entendre successivement trois chercheurs. D'abord Frédéric Monnier, qui était à ma droite, qui est professeur d'histoire à l'Université d'Avignon,
Ensuite, Giorgio Blundo, qui est directeur d'études à l'OHESS, qui est anthropologue. Et enfin, Cesare Mattina, qui est maître de conférence en sociologie à l'université d'Aix-Marseille et au laboratoire méditerranéen de sociologie, comme moi-même. On commence donc par Frédéric, pour les 25 minutes syndicales, que je vais bien entendu fliquer le plus sévèrement possible. Tu vas te mettre à ma place, hein, Oui, parce que sinon, c'est parti. Bon, en dépit de cette annonce de sévérité imminente, merci à toi Laurent, merci aux organisateurs du colloque d'aujourd'hui pour cette invitation. Donc à vous présenter en 25 minutes, si j'y arrive, je commence bien. Une contribution qui ne portera pas, et je vous présente aussi mes excuses, sur l'histoire de la corruption en France sous la Troisième et jusqu'à la Ve République, mais qui portera sur un sujet un petit peu plus restreint, finalement sur la répression pénale et ses limites, la répression pénale de la corruption, essentiellement pour les années 1870 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la fin des années 30. Alors le choix de ce thème est lié évidemment à l'orientation générale du colloque, compte tenu du programme que je ne respecte pas, ce qui me met en position délicate, que j'ai lu. Il y a effectivement toute une série de contributions et d'interventions sur, je dirais, les modes de lutte contre la corruption et les instruments disponibles. Alors, mon propos est de montrer qu'il existe une discontinuité très nette entre la répression actuelle de la corruption en France et ce qu'elle a pu être de la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle à peu près. Et bien entendu, au-delà de cette discontinuité historique en ce qui concerne le régime répressif de la corruption, il y a aussi des discontinuités, des ruptures majeures en ce qui concerne les perceptions de la corruption par les contemporains et en particulier de la corruption politique. Alors, à quoi peuvent correspondre ces ruptures, ces évolutions ? On peut avancer quelques éléments de réponse au vu de recherches qui, en histoire, sont relativement récentes. Hein, parce que par rapport à d'autres sciences humaines et sociales, eh bien, l'histoire a mis la question de la corruption à son agenda de recherche relativement tardivement. Hein, les premières recherches conséquentes ont lieu à partir des années 1980, en Grande-Bretagne, quelques-unes en France, mais il faut attendre véritablement les années 2000 pour que les recherches collectives prennent leur essor dans la plupart des pays d'Europe, ce qui fait que nous arrivons finalement longtemps après les sociologues du politique, longtemps après les économistes, les juristes, bien entendu. Alors le consensus scientifique assez général qui existe aujourd'hui en histoire est que, évidemment, nous considérons cette corruption comme un curseur social qui nous permet de faire l'histoire des systèmes de valeurs publiques, des cultures contemporaines, du bien public, des cultures politiques, mais aussi des seuils de tolérance entre pratiques de pouvoir et d'intérêt dénoncées ou tolérées. Et dans cette perspective, la répression pénale de la corruption constitue un indicateur, parmi d'autres, de ces évolutions. Alors, pourquoi dire que la répression pénale de la corruption telle qu'elle existe jusqu'au milieu du XXe siècle diffère de celle que nous connaissons aujourd'hui, on va dire depuis les dernières années du XXe siècle, parce qu'il y a plusieurs indicateurs qui le montrent. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de venir vous présenter un de ces indicateurs, des statistiques judiciaires. Alors, je l'ai fait parce qu'il y a plusieurs collègues présents, dont mon voisin de table, qui sont des spécialistes connus, reconnus et avertis de ces statistiques judiciaires. Je n'ai donc pas résisté au plaisir de venir avec cela pour vous montrer finalement que, en utilisant le compte général de l'administration de la justice criminelle, pour ne pas le nommer, on s'aperçoit bien finalement qu'il y a un avant et un après, que ce que nous connaissons aujourd'hui appartient à une histoire. Il faut le saisir dans une histoire. Alors je vais comparer donc à partir de cette source que nous connaissons, un relevé d'infraction. Ah oui,
pas encore, mais j'espère que ça va venir. Ça ne saurait tarder. Okay. Alors, c'est un work in progress, comme disent les Anglais. Et donc là, ce que vous voyez, c'est le relevé des condamnations, donc le nombre de condamnés par an pour des infractions qui sont finalement des infractions correspondant aux articles 177, 179 du Code pénal, donc concussion, corruption, ingérence des fonctionnaires publics dans des affaires industrielles et commerciales. Alors, un commentaire minima, parce que je voudrais aller très vite. Le nombre annuel de condamnés de 1825 à 1938, les deux dates extrêmes, est en règle générale inférieur à 40 par an. On dépasse 60 condamnés par an qu'à de rares occasions, 9 fois en plus d'un siècle, c'est donc pas beaucoup, avec deux pics répressifs assez marqués. Vous les voyez, ça correspond au milieu des années 1870 et au début des années 1920, donc l'après-Grande Guerre. J'y reviendrai rapidement si Laurent Mucchielli voit que j'en ai le temps. La situation présente, donc des données tirées de l'annuaire statistique de la justice pour une période de 22 ans, assez courte, 1987 à 2008, le nombre de condamnés est en général supérieur à 50 par an, et il dépasse 250 par an à deux occasions, en 99-2000 et en 2004-2007. Alors, je n'ai pas fait de série continue, je l'avoue à ma grande honte. Simplement, j'ai bâti une sorte d'artefact statistique monstrueux, puisque vous avez à votre gauche, à la gauche du graphique, les données 1825-1938, en jaune les condamnés en cour d'assises, donc les criminels, en bleu les délinquants, et puis il y a un pont à l'âne avec une discontinuité d'un demi-siècle entre 1939 et 1986, et puis vous avez les résultats 1987 à 2008, tiré de l'annuaire statistique de la justice. En d'autres termes, on n'a jamais autant condamné pour corruption de fonctionnaires depuis 1987 qu'on ne l'a fait en moyenne au début de l'ère contemporaine, soit du début du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Alors ça, c'est un indicateur parmi d'autres, laissant entendre que finalement, au-delà du nombre de condamnés, les normes légales, les politiques pénales, le rôle de la justice, et puis, Laurent Mucchielli l'a bien dit, les sensibilités collectives sont sans doute différents de ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors à partir de ces fausses statistiques interrompues, j'avancerai deux hypothèses pour présenter deux séries de remarques. Alors premièrement, c'est mon scoop du jour. Contrairement à certaines idées reçues sur la Troisième République, il existe sous la Troisième République, une répression pénale de la corruption des fonctionnaires publics, et il y a même des gens qui sont condamnés. Alors, comme l'ont montré plusieurs études, dont une belle étude de Frédéric Audrin et Pierre Lascoum, ici présents, au sujet du versant judiciaire du scandale des décorations à la fin des années 1880, la catégorie fonctionnaire public englobe, à partir de 1889, les élus. Donc, quelles sont les logiques de cette répression pénale ? Qu'est-ce qu'elles nous disent de la société française d'alors et des systèmes de valeurs publiques qui sont en débat. Deuxième hypothèse, les évolutions de ces statistiques, les alternances de pics et de creux répressifs ont fort peu à voir en réalité, on devait s'y attendre mais ça se confirme, ça a fort peu à voir avec la chronologie des grandes vagues de scandales telles que les historiens les ont étudiés depuis les années 80, je pense aux travaux de Jean-Noël Jeannet, de Jean Garrigue. Donc on ne retrouve, je vais dire évidemment, on ne retrouve pas la chronologie des affaires politico-financières, alors que certaines ont eu un écho dans l'Europe entière, évidemment Panama au premier chef. En creux, cela laisse entendre, me semble-t-il, le malaise récurrent de l'institution judiciaire et des magistrats face à des affaires politico-financières dans lesquelles ils sont presque toujours soupçonnés. C'est le thème de la justice aux ordres, la justice politique. Cela souligne les limites de la répression pénale, alors qu'un bon nombre de magistrats, on pourra donner quelques exemples documentés par les recherches, un bon nombre de magistrats sont souvent sanctionnés. Il y en a même un qui s'est sans doute suicidé à cause de ces affaires. Alors comment comprendre, au-delà de ces cas individuels de magistrats mis en porte-à-faux
par les scandales de corruption politique, comment comprendre que la justice éprouve, je dirais, un malaise récurrent face à ces scandales qui constituent dans la France des années 1870 à 1930 une forme de régulation politique de la corruption. Il faut à mon avis, on peut le discuter bien sûr, mais on peut le comprendre comme cela. Alors j'avancerai beaucoup d'hypothèses, quelquefois des certitudes, mais il y a plus d'hypothèses que de certitudes. Donc premier point sur cette économie républicaine de la répression de la corruption. Elle a, je crois, trois traits caractéristiques. Quelques-uns ne lui sont pas propres, d'autres si. Le premier point, c'est l'héritage de la correctionnalisation, puisque sans la correctionnalisation, on ne comprend pas la répression de la corruption en France à la fin 19e, au début du 20e siècle. C'est un phénomène bien connu des historiens de la justice, et cela joue particulièrement en matière de corruption. Je dirais très brièvement pourquoi. Deuxième trait caractéristique, à partir de l'installation, avec l'installation de la Troisième République, un changement de perception d'une forme de corruption qui est la corruption électorale. Ce changement de perception est évidemment lié au progrès de la politisation et à l'affirmation de la civilisation électorale, comme la nomme Yves Deslois. Et enfin, troisième trait caractéristique, une répression marquée de ce qui est perçu comme des atteintes à l'intérêt national, et en particulier en temps de guerre. Je dirais qu'une des normes qui s'est assimilée à des formes de corruption, une des normes des valeurs publiques sous la Troisième République, c'est bien de considérer l'atteinte à la patrie en danger comme corruption. Et je pense que ça vaut la peine peut-être d'y revenir brièvement pour montrer à quel point les choses ont sans doute changé. Alors premier point, donc l'héritage, cette correctionnalisation de la répression, elle apparaît très nettement à partir de 1863, donc la grande réforme de 1863. Avant 1863, je dirais deux mots très rapidement, avant 1863, le crime de corruption de fonctionnaires est de toutes les infractions poursuivies devant la cour d'assises, l'infraction pour laquelle il y a le taux d'acquittement le plus fort. Le taux d'acquittement, à partir de la deuxième moitié des années 1820, est systématiquement supérieur à 80%. C'est donc dire que, finalement, lorsqu'on comparait en cour d'assises pour corruption de fonctionnaires, on a de très bonnes chances d'être acquitté, entre 80 et 89% de taux d'acquittement selon les années. Donc, sans cette réforme de 1863, on a du mal à saisir ce qui se joue finalement dans la répression pénale de la corruption à partir des années 1870 et ce jusqu'aux années 1930. Oui, là, j'ai mis quelques extraits des rapports en introduction des différentes livraisons du compte général. Alors ça, c'est le premier point. Je vais très vite, parce que j'ai très peur de mon voisin. Donc la part des criminels dont le nombre de condamnés est évidemment minime, je pourrais commenter, peu importe. Le pic des années 1870, pic répressif relatif par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est très relatif, le pic du milieu des années 1870 est lié, sans doute, vraisemblablement, un certain nombre de recherches l'indiquent, je pense aux recherches de Nathalie Dompnier, qui est politiste et qui est professeur à Lyon 2, c'est lié à une répression accrue des fraudes et en particulier de la corruption électorale. Et en fait, on assiste à une nouvelle perception de ces fraudes sur fond de politisation, qui est une politisation intense, puisque c'est le moment de conquête républicaine de la conquête républicaine de la République. C'est le vote de l'amendement Wallon en 1875, le vote des lois dites constitutionnelles en 1875 également. Et derrière une norme juridique qui est a priori très stable, elle a été fixée en 1849, on la retrouverait jusque dans le code électoral au début des années 2000 à peu près. Derrière, je dirais, une fixité apparente de la norme juridique, il y a en fait un changement des seuils de tolérance et des perceptions dans ces années 1870. Un certain nombre de pratiques commencent à être perçues comme des actes répréhensibles.
elles ne sont plus considérées comme des pratiques sociales normales. Alors, ce sont des pratiques clientélistes, et donc on se rend compte, c'est assez logique, que finalement, la répression de la corruption est utilisée pour contrôler des formes jugées déviantes, à un moment donné, de patronage et de clientélisme, pour enraciner, en quelque sorte, la civilisation électorale républicaine. Troisième trait caractéristique de cette économie républicaine de la répression de la corruption, je vais y arriver. Oui, un pic répressif qui est en partie visible au milieu des années 1870 et qui est surtout visible au début des années 1920, c'est-à-dire des répressions pour corruption de fonctionnaires liées à des phénomènes concernant la guerre et concernant d'une part la répression de ce que les contemporains nomment l'embuscage, c'est-à-dire l'évitement des dangers militaires les plus évidents, donc l'envoi sur le front, et l'utilisation de moyens illicites pour obtenir une affectation à l'arrière. Alors c'est en partie visible après 1870, ça l'est surtout à partir de 1915, la loi d'Albier, et à partir de 1919. Donc la répression de l'embuscage et donc via la corruption de fonctionnaires, l'utilisation d'un arsenal législatif qui permet de réprimer les fonctionnaires civils ou militaires qui ont facilité cela. Et deuxième chose, la répression de la collusion ou des formes de collusion d'intérêts entre des agents publics et des entreprises qui ont travaillé pour la défense nationale ou qui, dans les années 1920, travaillent à la reconstruction de la France envahie, donc de la France du Nord-Est. Alors, bien entendu, ces formes pénales de lutte contre les embusqués et les fonctionnaires corrompus est liée à des débats publics très intenses sur les profiteurs de guerre, sur les profits excessifs des entreprises qui ont travaillé pour la défense nationale, etc. Ce qui m'intéresse en pointant cela, c'est de montrer que l'intérêt national est bien une sorte d'impératif catégorique de la moralité publique sous la Troisième République. Le profit de guerre, c'est la première violation, en quelque sorte, du désintéressement ou du devoir de sacrifice patriotique à l'égard de la nation en danger. C'est aussi, au-delà de cette question, une forme, je dirais, de réaction contre un État qui, à la faveur de la guerre, s'immisce dans l'économie. Donc on retrouve là des débats sur le fonctionnarisme, comme on dit à la fin du XIXe siècle, ou sur l'étatisme. Finalement, il y a des questions qui sont soulevées sur la modernisation et la bureaucratisation, questions qui sont soulevées via des normes morales sur le bien public. Alors, combien de temps ? 7-8 minutes, ok. Donc il va faire vite. En même temps, on voit bien qu'il y a toute une série de choses dont on ne parle pas. Lorsque je vous parle de tout ça, de cette répression de fonctionnaires, je vous parle d'une corruption sans scandale, ce qui est un petit peu curieux, ou d'une répression liée à des scandales ou à des affaires que l'on a oubliées. Il y a donc ce décalage entre ce que laissent entendre ces statistiques judiciaires et ce que la chronique des affaires politico-financières de la Troisième République, qui n'a pas manqué d'affaires pour le coup, ce décalage pose question. Puisqu'on sait aussi que ce sont ces scandales de corruption qui suscitent, avec des débats, des réformes majeures, depuis la loi de 1889 jusqu'à la réforme de 1935, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on peut saisir ce décalage ? Il y a deux échelles qu'on peut privilégier. La première, c'est finalement l'échelle individuelle. Des magistrats de l'ordre judiciaire se retrouvent régulièrement au cœur de ces scandales et sont publiquement accusés d'avoir été les instruments d'hommes politiques, ce qui aboutit généralement à des sanctions disciplinaires. On a toute une série de cas, je n'ai pas le temps de les évoquer, on retrouve ces cas de sanctions disciplinaires en 1888, au moment du scandale des décorations, Pierre Lascoume le dirait mieux que moi, en 1910-1914, au moment de l'affaire Rochette, en 1934, au moment de l'affaire Stavisky, on a régulièrement ce genre d'épisode. C'est évidemment pas un hasard. Au-delà de cette échelle d'appréhension de ces difficultés de la justice via ce qui advient de ces magistrats de l'ordre judiciaire, il y a des problèmes
d'ordre structurel, dont je dirais très rapidement un mot. Les mises en cause de la justice pénale sont liées à l'essor d'autres types d'enquêtes que l'enquête judiciaire. Lors des scandales, l'enquête judiciaire est soumise à la concurrence d'autres types d'enquêtes, évidemment les enquêtes journalistiques, mais il n'y a pas de journalisme d'investigation dans la France dont je parle. Il y a des pamphlétaires, mais le journalisme d'investigation est une notion qui n'existe pas. Ce sont des enquêtes tournées vers la révélation, voire la controverse. Et il y a aussi des enquêtes parlementaires. Et on peut dire que, finalement, à chaque scandale, il y a commission d'enquête parlementaire. Ce n'est pas propre à la France, évidemment, c'est un trait que l'on retrouve sous des formes différentes dans toute l'Europe. Alors, les logiques à l'œuvre dans ces enquêtes journalistiques ou ces enquêtes parlementaires sont des logiques divergentes. On n'est pas dans une enquête judiciaire. Et notamment parce qu'il y a une croyance partagée chez les contemporains en la valeur de ce qu'ils nomment la publicité, donc au sens de la fin du XIXe siècle. On dirait aujourd'hui la publicisation. Je cite un auteur en 1896, Maurice Bloch, « Ce qui moralise dans les gouvernements libres, c'est la publicité. La corruption ne saurait résister longtemps aux attaques dans la Chambre, dans la presse, dans les pamphlets. C'est la publicité qui est le meilleur moyen d'inspirer le respect de soi-même. » En d'autres termes, la justice pénale n'est pas mentionnée ici. La norme morale du bien public, le rempart contre la corruption, c'est la publicité politique, ce n'est pas le droit pénal pour une bonne partie des contemporains. Les logiques, avec des croyances sur lesquelles, du moins des matrices idéologiques sur lesquelles on pourrait revenir, les logiques sont différentes. Et les logiques d'inculpation sont aussi différentes. Les lectures dont Laurent Mucchielli parlait, qui sont des lectures de la corruption, le tous pourri selon des critères idéologiques, la corruption d'un homme comme symptôme de la corruption d'un système ou d'un régime, ces logiques d'inculpation, de désignation à la vindicte, sont des logiques profondément différentes des logiques de l'institution judiciaire. Le scandale, par exemple, pour un certain nombre d'acteurs critiques, montre la pourriture intrinsèque soit de la société capitaliste, soit la dégénérescence, je vais y arriver, de la nation. En conclusion, je dirais que ces modes tertio-républicains de régulation de la corruption font apparaître à la fois une répression pénale qui a un rôle et qui obéit effectivement à des fonctions sociales et politiques nettes, avec des systèmes de valeurs, des systèmes culturels qui sont évolutifs, qui sont en débat, mais où on retrouve finalement les grandes questions du temps, et en même temps des limites très nettes de cette répression pénale, puisque dans le cas des scandales de corruption touchant des élus en particulier, il y a des phénomènes que nous baptisons scandales, qui sont en fait des phénomènes qui amènent l'administration judiciaire dans une situation structurellement difficile. Et de ce point de vue, je laisse le débat ouvert, ce qui me frappe, ce sont les différences avec la période actuelle. Voilà, je vous remercie. Bravo, Nicole. Super. Merci beaucoup Frédéric, bravo pour avoir géré ton temps à la perfection. Il est en duo. Alors, c'est une polyphonie. Presque. Alors, on va maintenant accueillir Giorgio Blundo, puis Cesare Mattina, à moins qu'ils aient décidé d'inverser. Non, pas spécialement. Tout va bien. D'accord. J'en profite pour rappeler au passage que les téléphones portables ont une fonction silencieuse et les ordinateurs un niveau de volume qui se baisse. Laurent, nous sommes désolés de l'alternance de l'obscurité et de la lumière. Non, non. C'est pour des besoins de vidéo. C'est évident. Voilà. C'est la vie. Si- Bien sûr. Et puis s'ils sont pas contents, ils s'en vont. Hein. Ok, Giorgio. Bien. Il faut essayer de parler pas trop loin du... Ouais, je vais la rapprocher. Super. Voilà, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Merci pour cette invitation. Donc, je vais vous parler dans les 25 minutes à ma disposition. Le titre, bien entendu, est trop vaste. La corruption dans la vie quotidienne en Afrique, imaginez.
soyons plus précis, je parlerai des résultats d'une étude qui commence déjà à dater, mais qui est constamment mise à jour parce que je continue à travailler sur l'État en Afrique de l'Ouest et sur des services étatiques. Donc je pratique une ethnographie de l'État à partir de ses fonctionnaires. Et aujourd'hui, c'est surtout les services forestiers qui sont aussi intéressés par des questions de corruption. Mais cette étude qui a été publiée sous 12 ouvrages en anglais et en français, sous le titre en français de État et corruption en Afrique, portait sur celle qu'on pourrait appeler, ou qui est généralement appelée la petite corruption, donc la corruption un peu d'interface entre usagers de l'administration et fonctionnaires. Parce qu'en tant qu'anthropologue, vous savez, les anthropologues, ils se targuent d'utiliser une méthode qui est l'observation participante, donc, et on se demandait s'il était facile de participer au trafic du président Wade au Sénégal, par exemple. Donc on s'est dit, on va commencer plutôt à s'intéresser à la question qui est liée au dysfonctionnement de l'administration au quotidien, qui est un phénomène effectivement très répandu dans plusieurs pays d'Afrique. Nous avons travaillé sur 3 pays, plus un autre dans lequel je travaillais plus personnellement, donc Sénégal, Bénin, Niger et la Mauritanie. Et donc ça nous donne un aperçu d'un certain nombre de pratiques, d'un phénomène, de sa manière, de la manière dont, ce que nous avons appelé d'enchâssement social de ce phénomène, parce que il est vrai, il y a pas mal de travaux sur l'Afrique et sur la corruption en Afrique, sur le clientélisme, sur le néopatrimonialisme dans l'État africain, mais la plupart de ces travaux pêchent par soit un excès de normativité, soit ils sont immédiatement vite orientés sur la question de la lutte, en n'essayant pas suffisamment de s'intéresser à la question de l'enracinement social, disons, de cet ensemble de pratiques, à la fois d'un point de vue historique et aussi d'un point de vue de la perception des représentations des citoyens par rapport à ces pratiques qu'ils décrivent et qu'en même temps ils pratiquent au quotidien. Et donc une des questions de départ, c'était comment se fait-il que, où qu'on aille en Afrique, la corruption est terriblement décriée, stigmatisée, et en même temps, ce qu'on a stigmatisé le matin, on le pratique soi-même le soir. Donc, alors, avant de vous donner quelques éléments plus précis, il faudra dire que lorsqu'on se situe du point de vue de l'anthropologue qui s'intéresse à ce type à ce phénomène, qui est donc comme une nébuleuse, bien entendu, on n'a pas voulu seulement s'intéresser aux catégories pénales existantes sur place, mais à tout ce que les gens pensaient comme relevant de la corruption ou d'une mauvaise gouvernance. Voilà. Et la corruption se présente en Afrique, mais peut-être ailleurs, mais en Afrique peut-être plus qu'ailleurs, un peu comme, aux yeux de l'anthropologue, présente les mêmes problèmes que présente l'étude de la sorcellerie. Je ne suis pas en train de confondre les deux phénomènes, mais l'effet corruptif ainsi que les pratiques de sorcellerie se présentent aux chercheurs sous la forme d'accusations diffuses, de racontars, d'allégations la plupart du temps sans preuve, notamment dans les pays où la justice fonctionne peu ou fonctionne seulement de façon particulièrement politisée. Et donc nous avions constamment affaire à des discours sur la corruption véhiculés par la rumeur et les racontars, exactement comme si on avait à travailler sur des cas de sorcellerie où effectivement on connaît la victime mais jamais l'auteur, et qu'il y a tout un travail justement pour le faire émerger. Aussi bien la corruption que la sorcellerie fonctionnent dans un système de croyances circulaires, clos, qui s'auto-alimentent. Moi, je n'ai pas de PowerPoint, donc qui permet pour celui qui s'inscrit dans ce système de comprendre le malheur, la disgrâce, la maladie, l'insuccès d'une démarche administrative, la perte d'un procès, etc. Et donc on peut aussi bien, sans remettre, donner la faute effectivement à une attaque en sorcellerie. On m'a ensorcelé, c'est pourquoi je n'ai pas réussi mon examen, mais aussi dire, de toute façon, les examens, il faut les payer, et donc je n'ai pas réussi parce que je n'ai pas mis la main à la poche, etc. Donc c'est un discours qui permet effectivement de donner un sens à l'insuccès, à la disgrâce. Et bien entendu, ça a une force performative parce que tout le monde, dans les sociétés que nous avons étudiées, pense de plus en plus que la corruption est généralisée,
qu'elle gangrène la société et donc, d'une certaine manière, essaye de se protéger de la corruption des autres en augmentant soi-même la prédisposition à corrompre. Et bon, je vais revenir là-dessus. Et ensuite, la troisième caractéristique qui rapproche la corruption comme phénomène sociologique de la sorcellerie, c'est que ces deux ensembles de pratiques sont tributaires de représentations très ambivalentes, qui oscillent entre indulgence et stigmatisation, fascination et rejet. L'enrichissement subit et rapide est rarement décrié, il est plutôt justement entouré d'un mystère. Comment s'est-il enrichi? Et tant que la personne redistribue dans ses réseaux, etc., elle est rarement suspectée d'avoir, ou en tout cas attaquée dans ce sens-là. Donc nous avions un objet qui était difficile parce qu'on voulait continuer à utiliser, disons, des méthodes de terrain proches de l'observation, pour un objet qui était fuyant, et ensuite le risque c'était aussi de ne s'intéresser qu'aux pratiques qui auraient été définies comme telles par les institutions à caractère judiciaire, ce qui nous donnait un corpus très limité pour les pays dont je vous ai parlé. Et donc la deuxième approche a été de décriminaliser la corruption, c'est-à-dire d'essayer de la réintégrer au maximum dans un espace de sociabilité ordinaire, de la considérer comme quelque chose effectivement d'ordinaire, qui se confond avec des pratiques qui sont, disons d'une certaine manière, qui ont une valeur sociale et morale positive aux yeux des acteurs sociaux. Je vais vous donner un certain nombre d'éléments. Donc, on a étudié trois pays sur la petite corruption administrative dans un certain nombre de sites, les douanes, les transports, la réglementation des transports, la police, la gendarmerie, la justice, la passation des marchés publics, la santé, les projets de développement, parce que les projets de développement sont eux aussi à la fois générateurs de corruption et lieux aussi dans lesquels d'éclosion de ces pratiques. Et à travers une entrée qui était les relations entre services publics et usagers, avec la consigne que nous étions donnés, membres de l'équipe, que je dirigeais avec mon collègue Jean-Pierre Olivier de Sardan, et qui était de ne jamais parler de corruption. On a mené à peu près 1000 entretiens semi-directifs, donc jamais de questionnaires, alors qu'en Afrique, comme partout, on utilise pas mal de questionnaires pour avoir des informations sur ces questions-là. Il s'agissait tout simplement de travailler aussi bien avec des fonctionnaires que des usagers, mais sans jamais parler nous-mêmes de corruption, tout simplement nous intéresser à la manière dont les interactions se passaient, et il y avait plein d'éléments qui émergeaient, mais il se peut même que parfois un entretien débouchait sur rien, mais on voulait essayer d'éviter au maximum d'orienter nous-mêmes la discussion. Bien entendu, on a aussi rassemblé un corpus important de textes législatifs. On a fait une revue de presse qui a permis de mettre en évidence à peu près 4700 articles qui portaient sur des questions, disons, de corruption entre l'indépendance en 1960 et 2000. Et aussi des observations, des études de cas. On prenait un taxi brousse et on faisait tout le trajet entre Dakar et Tambacounda et on observait les interactions entre les chauffeurs, les postes de contrôle, etc. Ou bien on dédouanait nous-mêmes un conteneur au port autonome de Cotonou et on a calculé qu'il y avait 27 occasions de corruption entre le moment et la fin. Aujourd'hui, ils se sont réduits parce qu'il y a eu entre-temps pas mal d'interventions au niveau de l'Organisation mondiale des douanes, mais en tout cas, ce qui reste intéressant, ce sont les logiques qui sont derrière tout ça. Alors, quelques éléments. On a identifié ce que nous appelons des formes élémentaires de la corruption, en faisant un petit clin d'œil à d'autres, à une littérature savante sur, bien entendu, les formes élémentaires de la parenté. Et elle se situe en Afrique de l'Ouest dans un continuum qui va de la transaction, mutuellement bénéfique souvent, à des formes, en passant par des formes d'extorsion, ce que nous avons appelé la corruption tribu ou la corruption péage,
à des formes d'accaparement privatif, détournement de deniers publics, ce qu'on appelle en vieux français la perruque, donc faire la perruque, utiliser le matériel public à des fins privées, etc. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais disons, on a assisté à des formes de corruption, disons, de petites corruptions vraiment généralisées, parfois dans des domaines et surtout auprès de corps de professionnels insoupçonnés. Par exemple, il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, un des personnages, disons, un des fonctionnaires les plus décriés dans l'administration de la santé est la sage-femme, qui est parfois, comment dirais-je, comparé au douanier. Le douanier, dans toutes les langues locales, on dit c'est celui qui est en enfer, parce qu'il a l'enrichissement dont il a pu, disons, qu'il a pu accumuler est impur, étant donné qu'il viendrait de la corruption. La sage-femme aussi est considérée comme, à l'instar du douanier, parce que ce sont des lieux, effectivement, de petites corruptions très importantes, de violences symboliques et matérielles très fortes, etc. Donc on a aussi découvert, disons, des figures ou des lieux de la corruption qu'on n'imaginait pas. Bien entendu, sur la route, il faut connaître le code de la route pratique, comme on l'appelle, donc il faut savoir qu'est-ce qu'il faut payer à chaque policier, mais tout ça, je ne veux pas tomber dans l'anecdotique, ce n'est pas, disons, le lieu. Alors, ce qui est peut-être plus intéressant, éventuellement sur les exemples ou sur la typologie, on reviendra plus tard dans la discussion, c'est quel est le contexte, disons, qui constitue un peu le terreau fertile pour l'éclosion de ces pratiques et leur reproduction. C'est au niveau des pratiques administratives, et je vous en donnerai quelques éléments. Le premier, c'est que nous sommes face à ce que j'ai appelé une administration à deux vitesses. Vous avez, en règle générale, des États qui peinent à assurer un service public minimal, ce qui veut dire concrètement des véhicules constamment en panne, des services sans rame de papier, des agents forestiers qui n'ont pas de dotation de tenue et qui sont donc obligés de l'acheter eux-mêmes d'occasion en achetant des tenues qui viennent d'autres pays. Ils fabriquent eux-mêmes les galons avec le papier aluminium qu'on trouve dans les paquets de cigarettes, etc. Donc des phénomènes où effectivement il y a un délabrement important et donc un État qui fonctionne à une vitesse ralentie, et ensuite des îlots de prospérité, des enclaves bureaucratiques fonctionnelles qui, elles, sont arrosées par la coopération au développement, par les bailleurs de fonds occidentaux, que ce soit au niveau de la santé publique, au niveau de l'environnement, etc., dans tous les services, au niveau de l'éducation, et qui, eux, fonctionnent parfaitement avec des 4x4 rutilants, souvent des primes importantes qui sont versées aux responsables des projets, aux ceux qui sont en relation avec les partenaires qu'on appelle techniques et financiers. Et donc ça crée en quelque sorte une administration à deux vitesses, qui aussi est payée avec un différentiel de paiement très important, ce qui fait que parfois la petite corruption n'est que le seul recours pour le fonctionnaire qui n'a pas eu la possibilité d'être admis à ces îlots de prospérité, d'une certaine manière, faire fonctionner son propre service. Et il y a même des cas que nous avons observés où, paradoxalement, la petite corruption fait fonctionner l'État au niveau local. Tout simplement, si vous prenez un agent des eaux et forêts ou un policier, il achète sur ses propres moyens une moto avec laquelle il pourra se rendre dans les endroits où il fera des contrôles sur la route, etc. Il pourra éventuellement partir en brousse pour dénicher des délinquants ou des braconniers. Le carburant n'est pas versé par l'État, il n'y a pas de dotation parce qu'elle a été déjà, disons, bloquée quelque part au niveau de l'État central, et donc à ce moment-là, une fois qu'il aura trouvé, disons, un délit forestier à verbaliser, bien entendu, ça sera quelque chose qui rentrera dans sa poche, donc ça sera de la petite corruption. Il va baisser légèrement le montant de l'amende, mais il ne va pas la déclarer, et une partie de cette somme accumulée, des petits pots de vin qu'il aura accumulés, serviront pour faire fonctionner sa mobilette,
pour les réparations, et parfois même ça sera mis dans des pots communs au niveau de toute une brigade et pour financer un certain nombre de problèmes concrets que l'État n'a pas voulu ou ne peut pas financer. Et donc, on est plutôt dans une sorte de privatisation un peu à l'ancien régime des charges publiques, et dans un contexte, par contre, de bonne gouvernance, prêcher, parler d'international, etc. Donc, c'est... Deuxième question, les hiérarchies formelles sont inopérantes, ce qui veut dire que vous avez un glissement constant des fonctions vers le haut. Et dans les hôpitaux, vous trouvez souvent des brancardiers qui prescrivent des ordonnances, donc sans en avoir, bien entendu, vous l'imaginez, la compétence, des chauffeurs qui exercent la fonction également d'interprète assermenté dans les audiences des tribunaux, des plantons qui collectent des taxes de marché au lieu d'être dans la municipalité. Constamment, il y a une certaine polysémie dans les fonctions qui est liée parfois au manque de personnel, parfois au fait que le personnel est mal distribué, donc une gestion qu'on pourrait améliorer des ressources humaines. Et aussi l'intervention très importante, c'est un point que nous avons découvert parce que nous savions qu'il existait à l'époque coloniale, l'existence de ce qu'on appelait les supplétifs de l'administration, qui étaient donc le personnel autochtone qui aidait une administration coloniale française qui était réduite d'un point de vue numérique, qui donc avait besoin d'un certain nombre de personnel supplétifs. Ce phénomène persiste aujourd'hui sous la forme d'un certain nombre d'acteurs qu'on appelle généralement les bénévoles et qui se retrouvent dans tous les services, qui ne sont pas payés, ils sont comme ça de temps à autre défrayés, un petit pourboire au niveau de la justice, de l'état civil, etc., et qui en quelque sorte, paradoxalement, deviennent la mémoire locale du service parce que les fonctionnaires titulaires changent et ces bénévoles restent longtemps sur place et ce sont ceux qui finalement font les choses. Et on a aussi rencontré pas mal de ces personnages, bien entendu, qui importent au niveau des services de l'État des logiques différentes de celles que les fonctionnaires seraient censés défendre. Une autre caractéristique de cette administration, c'est qu'elle oscille entre déshumanisation et surpersonnalisation de l'usager, du citoyen. On va dire que, contrairement à ce que Weber a mis en évidence, l'anonymat comme étant la condition essentielle pour une administration moderne, dans les pays que nous avons étudiés, l'anonyme celui qui est anonyme face à l'administration est quelqu'un qui n'a aucun droit face à l'administration. C'est-à-dire celui qui n'a pas de connaissances, celui qui n'a pas au sein de l'administration quelqu'un qui peut le défendre ou le protéger, est obligé d'acheter en quelque sorte la reconnaissance du fonctionnaire. Et donc la petite corruption au sein des services, c'est parfois, paradoxalement encore une fois, l'arme des faibles ou des faibles socialement qui n'étant pas inscrits dans des réseaux sociaux ou dans des réseaux politiques sont obligés d'acheter la bienveillance ou l'intérêt ou l'attention du fonctionnaire pour qu'ils puissent s'occuper de leur propre dossier. Nombreux sont les témoignages des gens, notamment dans les hôpitaux, qui disaient « le personnel de santé nous traite comme des animaux ». Et du moment où se déclenche, et c'est pourquoi, en suivant un proverbe wolof qui dit celui qui a une cuillère ne se brûle pas la main, il faut toujours chercher une cuillère, c'est-à-dire quelqu'un, un intermédiaire au sein des services qui puisse aider à justement ne pas se brûler en contact avec une administration qui est perçue comme toute puissante, qui est perçue comme en même temps opaque, difficile à cerner, donc à se perdre un peu dans des méandres administratifs sans fin. Et donc, à tout moment, lorsqu'on sait qu'on est convoqué au tribunal, lorsqu'on sait qu'on doit aller à l'hôpital, lorsqu'on sait qu'on doit aller à l'état civil, la première question que tout citoyen moyen se pose, c'est « est-ce que je connais quelqu'un ?» dans ce service pour pouvoir, profiter de cette... Moi, en tant qu'Italien, ça me dit quelque chose. Tout cela, je pense l'avoir déjà vécu dans une autre vie. Une autre question qui s'est posée, c'est la question du pluralisme juridique et institutionnel. Les sociétés ouest-africaines ont connu une sédimentation de droits
d'institutions depuis l'époque précoloniale jusqu'à nos jours, avec ce système de millefeuille que les anthropologues du droit ont décrit assez bien, qui fait que les anciennes institutions, même si formellement elles ne sont plus comment dirais-je, en exercice, elles continuent à jouer un rôle de manière plus ou moins importante dans les délibérations, dans la gestion des affaires publiques. Et ce qui veut dire concrètement que lorsque un expert de la Banque mondiale va au Niger et dit il faut que l'administration soit accountable, donc redevable vis-à-vis, disons, de ses supérieurs et vis-à-vis des citoyens, oublie que cette même administration est en même temps obligée de rendre compte de ce qu'elle fait à des chefs religieux très importants. Par exemple, la chefferie administrative d'origine coloniale qui est restée très forte sur place, qui sont les chefs de canton, les chefs de province, qui parfois sont même plus importants que, du point de vue réel, que par exemple le préfet ou le sous-préfet. Et donc, vous avez un système de multiplicité de formes d'accountability qui s'exerce sur les fonctionnaires, sur les services. J'ai écrit pas mal là-dessus, mais je le dis un peu rapidement, qui fait qu'on se retrouve un peu dans cette situation classique qu'on a décrite en sociologie et en anthropologie de double bind. C'est-à-dire, on est en quelque sorte, en tant que fonctionnaire, confronté à des injonctions contradictoires. J'ai vu des fonctionnaires quasiment en pleurs qui disaient, moi, j'ai arrêté un tel parce qu'il avait commis... je l'ai trouvé avec des défenses d'éléphants en plein parc national. Et le lendemain, j'étais viré parce qu'il y a eu une intervention qui a contredit mon action. Et le lendemain, j'ai d'ailleurs vu le braconnier qui me narguait dans la rue. J'ai perdu mon poste, etc. Et on est constamment dans cette situation. Et donc finalement, souvent, les petits fonctionnaires, ne sachant pas si leurs supérieurs vont les désavouer dans leur action, notamment dans les corps de répression, préfèrent pactiser avec les délinquants au lieu de risquer de se trouver en difficulté suite à des interventions politiciennes ou religieuses selon le contexte. Donc finalement, souvent lorsqu'on dit en Afrique le problème c'est que les normes ne sont pas appliquées ou ne sont pas connues ou ne sont pas intériorisées, moi je pense qu'on est plutôt dans un contexte de trop plein de normes. On a trop de normes et toutes ont d'une certaine manière une certaine légitimité. On peut jouer justement de ce pluralisme. Les fonctionnaires y jouent aussi, mais également les citoyens, les usagers, ce qui donc contribue à une certaine banalisation de ces pratiques. Alors pour conclure, puisque j'ai 2 minutes et 1 seconde, c'est que un constat, c'est que, je l'avais dit au début, c'est une corruption qui est stigmatisée partout et pas seulement dans les arènes publiques, mais aussi dans les discours privés, et en même temps banalisée. C'est-à-dire qu'une des difficultés d'observer la corruption en Afrique, c'est qu'elle est tellement visible, elle est rarement cachée, que finalement elle se confond avec d'autres pratiques qui relèvent des pratiques sociales ordinaires. Et c'est de plus en plus comme ça que les acteurs sociaux sont amenés à la considérer. Et donc il faut rentrer, on a essayé de travailler en essayant d'identifier un certain nombre de logiques sociales générales qui peuvent éventuellement contribuer à banaliser ce phénomène sans que pour autant l'on puisse établir un lien de causalité bien entendu direct entre ces logiques et des comportements à caractère illicite. Pensons par exemple au rapport particulier à l'argent et à l'enrichissement qui caractérise les sociétés africaines postcoloniales. Toute relation sociale est aujourd'hui médiatisée par l'argent qui a remplacé progressivement des multiples prestations en nature, les cadeaux, différentes formes d'entraide, au niveau familial également. Et donc, c'est une recherche, une quête sans fin de numéraire qu'il faut se procurer à tout prix, notamment car certains, si on appartient à certaines catégories socio-professionnelles, il faut tenir son rang, et tenir son rang dans des sociétés où l'ostentation et la largesse est considérée fortement, de manière fortement positive. C'est pouvoir avoir une voiture digne de ce nom, pouvoir distribuer des cadeaux à chaque fois qu'on voyage, pouvoir satisfaire les besoins de la famille élargie.
Oui, c'était... Voilà. Et se distinguer par ses largesses à l'occasion des cérémonies familiales. Et corollaire de cette stratégie, c'est la constitution, un peu la gestion des dîners publics sous l'exemple de la caisse noire. J'emprunte de l'argent parce que j'ai un problème à régler et de toute façon je vais rembourser et ensuite souvent je n'arrive pas à rembourser et c'est comme ça que pas mal de sociétés font faillite et tout cela. Et ça a permis aussi la prolifération d'un certain nombre de spécialistes. On retrouve ça dans les journaux, il y a eu des travaux là-dessus, les multiplicateurs de billets de banque qui s'adressent, qui identifient des gens qui tiennent les caisses, en quelque sorte, des trésoriers, etc. Et il leur dit, prends un peu d'argent, on va les multiplier, et ensuite tu le remettras en place, ni vu ni connu, tu feras des... Et donc ça crée donc l'arnaque qui s'incruste sur des phénomènes de détournement et qui est très important dans ces pays, et notamment dans le pays où la corruption la plus, en tout cas dans la sous-région, qui est le Nigeria. Il y a un livre magnifique d'un anthropologue américain qui s'intitule « Culture of Corruption » et qui justement décrit tous ces phénomènes qui sont entre l'arnaque, la petite corruption, etc. Il y a aussi des valeurs, si tu me donnes 2 minutes, pas plus, mais j'ai eu l'impression que tout à l'heure... non? Bon, donc je vais aux conclusions.